Bismillahirrahmanirrahim. Donc, ce cours, c'est la suite du cours qui concerne le module de biofarmine et biofertilisants. Alors, dans ce cours, on va voir des généralités sur le sol. Ce sera sous forme de 3 vidéos. Le premier, ce vidéo-là, on va voir les caractéristiques physiques. Le deuxième concernera les caractéristiques chimiques. Puis le troisième, les propriétés biologiques. Donc ici, nous allons voir sur les généralités du sol, nous allons voir 3 points. Donner une définition du sol, sa formation et son organisation verticale. Et puis, quels sont les constituants du sol. Après, les caractéristiques physiques du sol. Alors, définition du sol. Le sol, c'est la couche la plus externe de la croûte terrestre, résultant de l'interaction entre la lithosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. Donc, c'est cette couche-là, elle résulte de l'interaction entre une roche mère du sol, entre l'atmosphère. L'atmosphère va voir par exemple, vous avez la température, l'humidité qui interviennent, donc gel et dégel, etc. L'hydrosphère, donc vous avez l'eau de pluie qui va intervenir également dans la formation de cette croûte terrestre. Et vous avez la biosphère, tout ce qui est vivant, les micro-organismes, bactéries, champignons, faune et végétaux. Tout ça, ils vont intervenir dans la formation de la croûte terrestre. Donc, cette couche externe, il résulte de la transformation de la couche superficielle de la roche mère. Donc, il résulte de la transformation superficielle de la roche mère. Comme on a dit, cette roche mère va être dégradée et enrichie en apports organiques par les processus vivants de pédogénèse. Donc, c'est la pédogénèse, c'est la formation du sol, donc à partir de la roche mère. Donc, depuis la roche mère jusqu'au sol, vous avez différents processus, différents éléments qui vont intervenir petit à petit à l'échelle des millions d'années pour la formation de ce sol. Et donc, ces éléments-là, nous avons dit, c'est l'ensemble de la lithosphère, de la roche mère, de l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. Et donc, hors des milieux marins et aquatiques d'eau douce, il est ainsi à la fois le support et le produit du vivant. Donc, cette couche terrestre, donc il se forme en dehors du milieu marin et aquatique. Et donc on va supporter le vivant, il va être le produit du vivant en même temps. Donc, nous allons voir tout ça en détail par la suite de ces cours-là. Donc, la partie du sol spécialement, c'est donc le sol, c'est la partie du sol spécialement riche en matière organique. Dans ce sol-là, on va voir que la partie qui est riche en matière organique, on la nomme humus. Donc, dans ce sol-là, on va voir qu'il y a une partie minérale qui provient de la roche mère et une partie organique qui provient de la dégradation de la matière organique. C'est ce qu'on appelle l'humus. Deux processus donc mènent à la formation d'un sol. Vous avez l'altération de la roche mère et l'enrichissement en matière organique. Donc, l'altération de la roche mère qui va fournir les minéraux et l'enrichissement de la matière organique au niveau donc il va fournir l'humus et les substances organiques au niveau de la partie minérale. Donc, le sol est ainsi formé de matériaux d'origine minérale et d'origine organique qui se mélangent et se disposent en différentes couches. Le sol donc se forme à partir d'une roche mère dure formant ainsi, à partir de la roche mère, nous avons dit que vous avez une roche dure mère et cette roche mère dure il va subir des transformations jusqu'à former la croûte terrestre du sol. On va voir un exemple en résumé, la formation du sol et donc tout ça, c'est à l'échelle des milliers d'années.
Donc, vous avez ici 4 profils verticaux du sol. Vous avez 1, 2, 3 et 4. Et donc, et ça, c'est les transformations subies de la roche-mère depuis donc le 1 jusqu'au 4. Au début, vous avez une roche dure, une roche-mère dure. Et donc, suite à des altérations mécaniques et chimiques, les altérations mécaniques, par exemple, causées par le gel, le dégel, il va y avoir des fissures au niveau de la roche-mère. Et puis, vous avez l'action des pluies, surtout les pluies acides, qui va faire dissoudre certains éléments minéraux de la roche. Et donc, il va y avoir une dégradation, bien une altération mécanique et chimique de cette roche-mère. Et comme vous avez ici en bas la roche-mère, en haut, vous avez la fragmentation de la roche-mère due à ces altérations physiques et chimiques, bien mécaniques et chimiques. Alors, il y a création des fissures à la surface du sol et vous avez apparition de la vie végétale à la surface. Donc, vous avez les végétaux pionniers qui vont occuper la surface de ce sol qui est nu au début, qui est nu comme vous voyez. Donc ici, il n'y a pas de végétation. Après, vous avez donc les pionniers, ce sont les lichens, les fougères, les mousses, donc ils résistent à ces conditions défavorables de l'absence de la matière organique, de l'absence de la vie. Donc les pionniers, ce sont les premiers qui vont occuper cette surface-là. Bien sûr, comme vous voyez ici, toujours, vous avez les conditions climatiques, la chaleur, les pluies qui interviennent dans la formation de ces sols. Donc, apparition de la vie végétale. Qui dit apparition de la vie? Il dit photosynthèse. La photosynthèse, vous avez donc la production primaire de la matière organique grâce donc à l'énergie solaire, grâce au gaz carbonique qui existe dans l'atmosphère. Donc, on voit donc ici les interventions de l'atmosphère et de l'eau dans cette formation du sol. Alors, vous avez là qui dit donc, comme je dis, qui dit matière organique, qui dit végétaux dit matière organique, production primaire. En même temps, comme vous voyez donc ici, il y a apparition des racines, des plantes, et l'enracinement, il va favoriser encore l'altération chimique des plantes par les exudes racinaires, par l'action mécanique également. Donc, parce que les racines, ils s'infiltrent les racines, ils s'infiltrent entre les fissures et donc ils vont aggraver encore la fissuration. Et l'altération chimique, il continue. Alors, ces plantes, bien ces végétaux à la surface, il y a des feuilles qui vont tomber à la surface du sol. Donc, il y a des résidus, également les résidus des plantes après leur mort. Et vous avez apparition de la matière organique morte à la surface du sol. Alors, ces débris-là mortes, ils vont être décomposés. Donc, il va y avoir des champignons et des bactéries qui vont s'installer. Donc, il y aura apparition de la vie microbienne et même des faunes, des animaux qui apparaissent et qui vont dégrader cette matière organique, une dégradation en macromolécules, puis en micromolécules par les champignons et les bactéries. Donc, la dégradation de la matière organique, il va donner une couche importante, riche en matière organique, qu'on appelle l'humus. Comme vous voyez donc ici, la couche A, riche en matière organique. Donc, après, il y aura, bien sûr, toujours, il y a l'altération mécanique et chimique. À côté de ça, il y a la production primaire de la matière organique. Il y a une diversification des êtres vivants qui vont vivre ici dans l'humus. Vous aurez des vers de terre, vous avez des acariens, vous avez donc des animaux qui apparaissent. Et donc, les plantes, il y aura des végétaux qui vont s'enraciner encore plus vers les couches profondes de l'humus.
Et bien sûr, l'altération de la roche-mère continue. Il va y avoir donc une partie minérale B qui apparaît donc résultat de la dégradation de la roche-mère. Donc, si vous voulez une synthèse, vous avez la roche-mère qui va être dégradée, qui va fournir les éléments minéraux du bas vers le haut. Et vous avez la matière organique qui va se former à la surface et qui va fournir des matières organiques de plus en plus fines du haut vers le bas. Et vous avez l'intersection entre la matière organique et la matière minérale. Vous aurez donc un mélange de ces deux qui va former donc un sol qui va être apte à la culture des plantes. Alors, organisation donc verticale d'un sol. Après donc cette introduction, nous allons voir en détail l'organisation verticale du sol. Vous avez la surface du sol, vous avez le sol proprement dit, et vous avez le sous-sol. À la surface du sol, vous avez la matière organique vivante. Il y a des animaux qui vivent, des végétaux, des champignons et des bactéries. Donc, c'est de la matière organique vivante. Après, vous avez le sol, la partie superficielle de la croûte terrestre qui est émergée. Et on va voir par la suite le constituant de ces sols-là. Et vous avez le sous-sol. Le sous-sol, c'est il faut creuser au fond du sol pour atteindre la roche-mère. Et la roche-mère, il peut être calcaire, granit, etc. Ou bien il peut être dur, comme le calcaire et le granit. Il peut être meuble, comme le sable et l'argile. Et c'est la roche-mère à partir de laquelle il se forme le sol. C'est ainsi qu'on a différents types de sols et ça va dépendre de la roche-mère, de la nature de la roche-mère. Donc, l'organisation verticale du sol, donc nous avons vu l'organisation des différentes parties du sol. Maintenant, nous allons voir l'organisation verticale du sol proprement dit. Donc, ce sol, il va s'organiser en horizon, en couches plus ou moins épais, de couleurs variables selon leur composition. Donc, depuis le haut vers le bas, on trouve la litière. La litière, elle est composée des débris d'origine végétale, donc des résidus végétaux, des exudats, ou bien d'origine animale, vous avez les déjections des animaux et les cadavres lorsqu'ils meurent. Et les déjections, c'est le résultat de la digestion, l'ingestion c'est les déchets qui sortent des animaux après leur nourriture. Donc, on a des débris végétaux, des débris animaux, des débris fongiques et microbiens. Et puis, cette litière-là, elle est composée de débris végétaux appelée matière organique fraîche. C'est de la matière organique encore fraîche, n'est pas encore décomposée. Et bien après la litière, vous avez l'humus. L'humus, c'est la couche la plus foncée. Il est composé de matière organique qui provient de la décomposition incomplète de la litière. Donc, les débris formés à la surface du sol, les débris, ils vont être dégradés, plus ou moins dégradés. Vous aurez depuis le haut vers le bas la matière organique qui se dégrade de plus en plus fine et donc qui forme une couche un peu foncée. Et en bas de l'humus, vous trouverez la couche minérale. C'est une couche plus claire qui constitue le squelette du sol. Il comporte les éléments dégradés de la roche-mère. Donc, comme vous voyez ici ce qu'on vient de dire sur la coupe longitudinale du sol, vous avez à la surface du sol, vous avez la végétation. Et vous avez bien sûr, il n'y a pas que la végétation, il y a les animaux, les micro-organismes qui vivent à la surface. Ils sont vivants, ils présentent la partie vivante. Vous avez la litière, donc la couche qui suit la végétation. Donc, c'est les débris, des débris qui viennent des végétaux, les débris qui viennent, bien les cadavres qui viennent des animaux. Ils forment, ou bien même les racines ici, ils forment la litière. Donc, c'est un ensemble de débris
la litière forme l'ensemble des débris qui viennent des animaux, viennent des végétaux. Et après, vous avez l'humus. Donc, c'est la partie, comme vous voyez, c'est la partie la plus sombre. Et c'est là où vous avez donc plus de racines et d'enracinement, et vous avez plus de matière organique. Et enfin, vous avez la couche la plus claire, c'est la couche minérale. Et en bas, tout en bas, en sous-sol, vous avez la roche-mère. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mis deux flèches, une flèche en bas et une flèche en haut. La flèche en bas qui montre les échanges de substances organiques. Vous voyez donc les substances organiques du haut vers le bas. Donc, le sol va s'enrichir du haut vers le bas de matière organique. Et ici, du bas vers le haut, vous avez des échanges de substances minérales. Donc, à partir de la couche minérale, vous avez des débris. À partir de la matière organique, vous avez des débris. La dégradation de plus en plus fine va former donc la couche minérale. La dégradation de plus en plus fine des débris végétaux vont donc former l'humus. Et vous avez ici des agrégats de l'humus et de la matière minérale qui vont se former, qui vont former le sol qui est apte à la culture des plantes. Alors, en ce qui concerne les constituants du sol, les principaux constituants du sol sont, vous avez matière organique, minérale, les gaz et la solution du sol. Les constituants organiques, vous avez la matière organique morte et vivante. Constituants minéraux, vous avez du sable, des argiles, etc. Des gaz qui circulent dans les interstices du sol comme les CO2. Donc, on va voir que les interstices du sol, ce sont donc les petits pores qui se forment dans le sol et qui sont très importants pour l'aération et pour la circulation de l'eau. La solution du sol, vous avez donc, il est formé par l'eau et les ions. Donc, les ions qui jouent un rôle très important pour la nutrition des plantes. Donc, vous avez la partie organique, la partie minérale. Partie organique et minérale, ils vont former la structuration du sol. Donc, former la texture et la structure du sol. Et puis, dans ces sols-là, vous avez des pores où va circuler les gaz et l'eau. L'eau qui vont être chargées des ions pour la nutrition des plantes. Alors, dans un sol cultivé, un sol agronomiquement bien, pour il faut, dans ce sol-là, il faut le pourcentage de ces différents constituants, il faut qu'il soit de cette manière-là. Ça veut dire, dans un sol cultivé, pour qu'il soit bien structuré, bien aéré, et bien riche en matière organique et minérale, il faut que ce sol-là contient 40 à 50% de la matière minérale, 4 à 5% de la matière organique, 20 à 35% de l'eau et 10 à 30% d'air. Donc, vous voyez à peu près la moitié pour l'air et pour l'eau, et vous avez à peu près moitié pour la matière minérale et la matière organique. Donc, remarquez ici que la matière minérale est plus importante que la matière organique. Alors, si on prend le constituant minéral, nous avons dit, vous avez le constituant, rien que le constituant minéral est organique. Si on prend 100% de la matière organique et minérale, on voit que 95% représente la matière minérale et seulement 5% la matière organique. Dans cette matière organique, vous avez la matière organique vivante et morte. Et dans cette 5%, ce pourcentage-là, 5%, on a 80% de la matière organique et 10% qui vient de la matière organique des racines. Alors, si on prend
et 5% des organismes vivants seulement. Donc, 95% de la matière organique, c'est de la matière organique inerte, et seulement 5% des organismes vivants dans ce 5%-là. Alors, dans ces 5% des organismes vivants, vous avez 39% de bactéries, des actinomycètes, 28% des champignons et des algues, 22% des vers de terre, 5,5% de protozoaires et nématodes et 5,5% des autres animaux. Donc, comme vous voyez ici, si vous voulez, la microfaune ou bien la macrofaune, la faune et la flore. Et surtout, vous avez des bactéries et des champignons qui existent, qui forment un pourcentage élevé des organismes vivants, viennent après les vers de terre. Et bien sûr, donc ce pourcentage-là, il montre l'importance des bactéries, des champignons et des vers de terre dans la fabrication de la matière organique au niveau du sol. Alors, les caractéristiques physiques du sol. Les caractéristiques physiques du sol, nous allons voir deux paramètres, la texture et la structure du sol. La texture et la structure du sol définissent la taille et la forme des pores du sol et donc leur accessibilité et la disponibilité d'eau et d'oxygène pour les racines et pour la microfaune et la microflore du sol. Alors, la texture, c'est quoi? La texture, c'est la composition granulométrique du sol, c'est-à-dire la proportion de chacun de ces constituants solides qui ont des tailles différentes. Alors, quels sont ces constituants? Ce sont les argiles, les limons et le sable. Les argiles, ils forment des particules très fines. Puis, vous avez les limons, ils forment des particules fines. Et le sable, il forme des particules les moins fines, c'est un peu grossier. Alors, si on veut déterminer la composition, bien la proportion de ces trois particules au niveau d'un sol, on va faire un test de sédimentation. Alors, vous prenez donc un volume bien déterminé du sol, vous mettez de l'eau et vous laissez décanter. Après un certain temps, vous allez voir ces différentes particules qui forment des proportions différentes. Alors, vous voulez savoir, par exemple, ici, dans ce cas-là, on a 40% formés par du sable, je crois ici 30% de limon et vous avez 14% des argiles. Donc, il vous donne, test de sédimentation vous donne la proportion de chacun de ces constituants. Et si vous voulez savoir la composition de votre, c'est-à-dire le nom de votre sol, par rapport à ces proportions, vous avez un test, un triangle de texture. Vous allez reporter ces proportions dans ce triangle et vous allez voir si vous avez votre sol, s'il est argileux, limoneux ou sableux, ou bien si vous avez argilo-limoneux, sablo-limoneux, etc. Vous avez différents selon l'abondance de ces trois particules. Alors, la texture du sol, il est important à savoir parce que donc si par exemple vous avez un sol qui est seulement sableux, il est riche en sable, vous allez voir, il est formé des particules qui sont un peu moins fines. Donc, si on laisse, si vous voulez, par exemple, si vous mettez un peu d'eau dans ce sol, il va, puisque le sable et les meubles, vous avez, il retient moins l'eau par rapport à, par exemple, aux argiles, qui sont formées de particules très fines, qui est donc en présence de l'eau, il va être un peu compact, il va être imperméable à l'eau. Il va retenir, il va pas retenir. Il va retenir plutôt l'eau. Donc, les argiles, en ce qui concerne l'eau, il est plus intéressant que le sable, puisque les argiles retiennent l'eau plus que le sable. Du point de vue aération, c'est le sable qui est le plus important parce que il laisse, les meubles, ils laissent passer l'air plus que les argiles. Et donc, ainsi de suite, la texture, il influence sur des paramètres qui sont donc la circulation de l'eau et la circulation de l'air, qui sont donc deux paramètres importants pour les plantes. Ce sont les
Les sols qui sont de texture argileuse, ils retiennent bien l'eau et les nutriments, mais ils peuvent être compacts, ce qui rend difficile le développement des racines. Donc, c'est bien pour la rétention de l'eau, il retient, mais pour l'aération et pour le développement des racines, puisque c'est compact, c'est un peu difficile. Donc, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que les sols qui présentent des proportions équilibrées, c'est-à-dire équilibrés en sable, équilibrés en argile, équilibrés en limon, ils vont être les meilleurs, mais après ajout de l'humus. Donc, ils vont former une texture qui est équilibrée avec une structure qui est bien, qui va donc retenir l'eau et les éléments nutritifs. Caractéristique physique du sol, c'est la structure. Alors, une petite introduction. Une bonne structure du sol est importante pour permettre à l'air et à l'eau d'entrer dans le sol, ce qui est vital pour une croissance favorable des plantes. Il améliorera le drainage et réduira l'érosion du sol causée par le ruissellement de surface excessive. Alors, sans structure, les sols souffriront d'anaérobie, d'engorgement et de blocage des nutriments et donc l'inhibition de la croissance végétative. Alors, qu'est-ce que c'est que la structure du sol? La structure du sol, c'est le mode d'organisation des différentes particules de sable, de limon et d'argile entre elles. C'est-à-dire comment ces particules-là, ils sont agencées. Est-ce qu'ils sont meubles? Est-ce qu'ils sont compacts? Est-ce qu'ils forment des grumeaux? Donc, les particules isolées du sable, de limon et d'argile, et s'assemblent en grumeaux qui, eux, s'organisent en agrégats. Alors, là, les grumeaux qui s'organisent en agrégats, on a différentes manières d'organisation des agrégats. Ces différentes manières d'agrégation, ils donnent les diverses structures du sol. Puis, le zoom sur cette structure, dont dépend la grande partie de la circulation de l'eau dans le sol. Alors, si on prend un grumeau, donc ici, vous voyez que le grumeau, il est formé par des particules d'éléments, des argiles et de l'humus qui forment la structure de base. Et puis, vous avez des particules de sable, parsemées de particules de sable. Alors, ce grumeau-là, ils vont s'agréger entre eux de différentes manières. En bas, vous avez une agrégation visible et distincte. C'est-à-dire, vous avez donc ici un assemblage de grumeaux. Là, vous avez le grumeau, les différents grumeaux qui s'assemblent et qui laissent des porosités, des macropores visibles. Donc, déjà, vous avez l'assemblage des grumeaux, il est distinct. Et en agrégat, les grumeaux, ils s'agrègent en agrégats. Déjà, vous avez les différents agrégats. Ils s'organisent et laissent des porosités. Et donc, il y a une bonne circulation de l'air et de l'eau. Si vous prenez donc ça, c'est une bonne structure parce qu'il y a une bonne circulation de l'air et de l'eau. Si on prend le deuxième exemple, donc ça, c'est les extrêmes entre cet exemple et celui-là. Et là, il n'y a pas de grumeaux qui apparaissent, ni d'agrégation. Donc, vous avez ces compacts. Tout ça, c'est compact. Il n'y a pas apparition d'agrégation. Il n'est pas distinct. C'est compact. Donc, il n'y a pas de porosité qui se forme. Et vous avez le tout là est compacté et avec des grains ici qui apparaissent de particules de sable. Et tout ça, c'est compact. Donc ça, c'est une mauvaise structuration du sol parce qu'il n'y a pas de l'air et de l'eau qui circulent.
Alors, les types de structures de sol qui décrit la forme des agrégats individuels, ça va influencer sur la circulation de l'eau. Ce qui nous intéresse, nous, c'est est-ce que cette structure elle est favorable ou non à la circulation de l'eau. On va voir quelles sont les meilleures structures pour la circulation de l'eau selon la forme des agrégats individuels. On a on va voir ici quatre structures parmi d'autres. Ici, vous avez la structure granulaire ou bien grumuleuse. Alors, si on regarde les particules individuelles de sable, de limon et d'argile, on voit qu'ils s'agrègent en petits grains presque sphériques. Vous voyez donc ici, il n'y a pas des angles qui se forment. Si on prend ici les particules individuelles, on va voir qu'il n'y a pas des angles. Ils sont sphériques. Si on voit ici, par exemple, sphérique, c'est arrondi. Donc, c'est pas tracé à la règle, mais il faut compter la plupart. La plupart, ils vont être arrondis. Et donc, cet arrondissement des particules entre eux, il va laisser des pores, des porosités. Donc, l'eau, il va circuler très facilement dans ces sortes de structures grumuleuses. On va voir l'autre structure anguleuse et subanguleuse. Comme vous voyez donc ici, le terme l'indique, vous avez des angles, plus ou moins des angles. Donc, les particules vont s'agréger en blocs, mais ces blocs presque cubiques ou polyédriques, qui les angles sont plus ou moins tranchantes. Comme vous voyez donc ici, vous avez des angles. C'est pas très arrondi comme ici, vous avez des angles. Des blocs polyédriques, cubiques, donc ici, avec des angles. Alors, ces blocs, ils sont relativement gros et anguleux. Ils indiquent que le sol, il résiste à la pénétration et au mouvement de l'eau. Donc, il va résister à la pénétration et au mouvement de l'eau. Donc, ils sont ici. Comme vous voyez, donc ici, vous avez des pores, mais qui sont anguleux. Comme ici, vous avez des pores, mais là, vous avez des petites pores. Vous voyez donc ici avec des angles. Donc, ça va résister parce qu'il y aura des piégeages. Même il y aura des piégeages des molécules d'eau dans ces petits angles qui vont piéger l'eau, qui ne va pas être disponible pour les racines des plantes. Si on prend par exemple ici la structure prismatique et en colonne, les particules sont formées des colonnes aux piliers verticaux séparés par des fentes verticales minuscules mais bien visibles. Donc, puisque ici vous avez des formes en colonne, donc vous voyez donc ici c'est individuel, et là vous avez les pores comment ils sont verticales. Vous voyez donc ici des fentes, donc ils vont délimiter des fentes verticales minuscules. Donc ces fentes-là, dans ces fentes, l'eau qui circule avec beaucoup de difficultés. Et donc le drainage de l'eau, il est médiocre. La structure lamellaire, les particules s'agrègent en fines plaquettes ou bien lamelles. Vous voyez donc ici, vous avez des lamelles. Et superposées horizontalement. Ici, c'est vertical, mais ici, c'est horizontal. Donc, les plaquettes se chevauchent souvent, et ce chevauchement, il va gêner la circulation de l'eau. Donc là également, vous avez une gêne, donc c'est résistant à la circulation de l'eau. Vous voyez donc ici la structure prismatique et lamellaire et anguleuse sont défavorables à la circulation de l'eau. C'est seulement la structure grumuleuse où vous avez la forme arrondie des particules agrégées qui va être favorable à la circulation de l'eau et même de l'air. Alors, il y a certaines propriétés liées à la structure, à la texture du sol, comme ce que nous allons voir, la porosité, la perméabilité et la capacité de rétention des sols. La porosité, c'est quoi? Donc, c'est le volume total des espaces laissés libres entre les agrégats ou bien entre les particules solides.
Alors, ces pores-là, ils conditionnent la circulation de l'eau et des gaz et de certains animaux dans le sol. Alors, on peut distinguer trois types de pores. Ceux qui sont texturales, ce sont les micropores créés entre les particules de limon, de sable et d'argile. Structurales, ce sont les macropores créés entre les agrégats. Et vous avez troisième type biologique tubulaire, ce sont les pores créés par les galeries. Donc, le schéma ici, à gauche, ou à droite, pardon, il montre les micropores et les macropores et les pores créés par les vers de terre. Comme vous voyez donc ici, vous avez des particules de limon, d'argile, de sable qui sont donc réunies en agrégats et les agrégats, ils sont eux-mêmes réunis. Donc, vous avez des macropores là qui sont ces vides-là, les macropores qui sont ici, donc qui sont, si vous voulez, là vous avez de l'eau qui a occupé ces vides-là. Ils sont occupés par ces vides, ils sont occupés par l'eau. Et vous avez des micropores à l'intérieur de l'agrégat. Ces micropores-là, ce sont si vous voulez, ou bien vous avez deux types d'eau, nous allons voir l'eau qui va être occupée dans les macropores et l'eau qui va être occupée dans les micropores. Et la plante, il va utiliser ce qu'on appelle l'eau capillaire, c'est l'eau qui est utilisée par les micropores parce que l'eau qui est utilisée dans les qui occupe les macropores, il va être, c'est ce qu'on appelle l'eau de gravitation. Après, il va être infiltré, il va s'infiltrer dans les profondeurs. Il ne va pas rester dans ces vides-là. Et puis, le troisième type, ce sont donc les pores créés par les vers de terre ou bien par les termites. Mais ici, nous allons distinguer trois types de vers de terre. Ceux qui vivent à la surface du sol qu'on appelle épigées, ceux qui vivent à l'intérieur près de la surface, ce sont les endogés et ceux qui vivent en profondeur qu'on s'appelle les acéniques. Comme ici, nous avons un ver de terre acénique. Ce sont eux qui traversent le vertical du sol. Et vous avez ceux qui sont endogés, ils font des galeries horizontales. Alors, ceux qui sont acéniques, ils ont des galeries longitudinales, comme vous voyez ici, verticales, pardon. Verticales. Donc, ils creusent des galeries lors de leur passage de la profondeur vers la surface et laissent ainsi des vides. Donc, tous ces vides-là constituent les pores. Cette porosité, elle peut être calculée par le volume des vides par rapport au volume total. Donc, il est estimé en pourcentage. Donc, ici, nous avons la porosité de 6 sols. Donc, comme vous voyez, la porosité, ça s'estime en pourcentage. C'est le volume des pores, bien du vide par rapport au volume total. Comme vous remarquez, vous avez 6 types de sols et qui n'ont pas la même porosité. Depuis la craie sénomienne jusqu'à la tourbe, vous avez la porosité ici qui augmente, passant par le limon, le sable, l'argile et le sol à pâturer. Donc, nous avons une porosité de la craie de 31%, limon 34%, sable grossier 39%, argile à silex 40%, sol à pâturer 47%. Comme vous voyez ici, donc vous avez une porosité qui tourne du 31 jusqu'à 47 par rapport à la tourbe qui est formée de matière organique, il a une porosité de 80%. Donc, vous remarquez ici que les sols, premièrement, n'ont pas la même porosité, que donc ici, vous avez une porosité importante formée avec la tourbe par rapport aux autres sols.
D'où donc, par exemple, si on veut, par exemple, vous avez les argiles 40%, si on veut améliorer la porosité, on peut, par exemple, mélanger l'argile avec la tourbe. Donc, ça va augmenter la porosité de l'argile. Ça, c'est un exemple. Mettre propriétés liées à la structure et à la texture du sol, vous avez la perméabilité du sol. Perméabilité du sol, c'est sa capacité à laisser passer l'eau vers les couches inférieures. Alors, la taille des pores du sol a beaucoup d'importance en ce qui concerne le taux d'infiltration et le taux de percolation. La taille et le nombre de pores dépendent étroitement de la texture et de la structure du sol et influent donc sur sa perméabilité. Alors, plus vous avez les pores ont une taille importante et vous avez un nombre élevé, et plus la perméabilité sera importante. Alors, la perméabilité, elle est exprimée en mètres par seconde et en centimètres par jour. Donc, le coefficient de perméabilité K, ici, on a suivi ce coefficient-là dans différents types de sols. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, nous avons du gravier propre, du sable propre, un mélange de sable et de gravier propre, des sables très fins, d'éléments organiques et inorganiques, un mélange de sable, d'éléments et d'argile, un dépôt d'argile en couche, ici les sols imperméables, les argiles homogènes situées en dessous de la zone d'altération, c'est-à-dire avec des particules qui sont très fines. Donc, on remarque ici que le coefficient de perméabilité varie de 10 jusqu'à 10-11. Donc, ceux qui ont une perméabilité forte, donc ils ont un coefficient de perméabilité entre 10 et 10-6, ce sont les sables qui ont des particules un peu grossiers, comme le gravier, les sables et les sables très fins. Donc, coefficient de perméabilité modéré entre 10-6 et 10-8 se situe pour le mélange de sable, de limon et d'argile. Donc, ceux qui ont des particules très fines comme les argiles, ils ont un coefficient de perméabilité très faible. Ça veut dire si on coule de l'eau dans des argiles, l'eau il est presque imperméable, il ne laisse pas passer l'eau. Par contre, dans du gravier et dans du sable, lorsque vous mettez de l'eau, il va être percolé rapidement. La texture et la structure du sol, la capacité de rétention en eau. Alors, la capacité de rétention en eau, c'est la quantité d'eau retenue par le sol et soit utilisable par les plantes, soit liée à des particules solides par des forces physiques qui empêchent cette utilisation. Alors, si on regarde de près les particules du sol, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque différents types d'eau. Donc ça, c'est en vert, ce sont les particules. Alors, autour des particules, là, vous avez l'eau hygroscopique. Et puis, vous avez l'eau pelliculaire qui forme une pellicule. Et là, c'est l'eau de rétention. Donc, c'est l'eau qui est retenue par des forces physiques. Mais cette eau, il ne va pas être utilisé par la plante parce qu'il est lié à des particules par des forces solides. Alors, l'eau qui existe entre les particules, c'est l'eau capillaire. C'est l'eau capillaire, cette eau-là, c'est celle qui va être utilisée par les plantes. L'eau gravifique, donc c'est l'eau gravitaire, c'est l'eau qui va être infiltrée par gravitation, par la force de géotropisme, c'est-à-dire par la gravité. Il va donc s'infiltrer vers les profondeurs du sol. Donc cette eau qui est gravitaire, bien gravifique ici, et n'est pas utilisée par la plante. Donc la capacité de rétention en eau, elle est importante pour la plante, c'est-à-dire si l'eau capillaire n'existe pas, la plante, il va flétrir
parce que l'eau de rétention, il est retenu par les particules, il n'est pas utilisé, et l'eau gravifique également, il n'est pas utilisé, il n'est pas utilisé par la plante, sauf l'eau capillaire qui est utilisée par la plante, et c'est elle qui est importante. Qui montre la tension de succion en fonction donc ici de pourcentage de l'eau retenue des trois types de sol, le sable, le limon et l'argile. Alors en haut vous avez l'eau liée, donc c'est l'eau à côté qui montre l'eau liée, c'est l'eau pelliculaire qui entoure les particules. Vous avez l'eau gravitaire, donc c'est ici c'est l'eau d'imbibition, c'est l'eau qui va disparaître, qui n'est pas utilisée par la plante. Et vous avez l'eau capillaire qui existe dans les micropores entre les particules. C'est cette eau-là qui va être utilisée par la plante. Alors donc on va voir au niveau de l'eau capillaire, du sable, des limons et de l'argile. Alors quel est le sol qui retient plus d'eau? Qu'on voyez ici, c'est le sol qui contient plus d'eau capillaire. On voyez donc ici, vous avez le sable. Le sable ici, donc, vous voyez donc jusqu'à, on a il retient l'eau capillaire, il retient combien ici? Jusqu'à 10%, jusqu'à 10%. C'est-à-dire entre 5 et 10% d'eau dans le capillaire. Le limon, donc dans cette zone-là, le capillaire, on voit entre 10 et 30. Et les argiles, donc il retient combien? Entre 30 et 40, 42, 40, 43%. Donc on voit bien que les argiles, ce sont eux qui retiennent le plus l'eau au niveau de ces capillaires. Les argiles suivies du limon, le sable, il a une capacité de rétention faible.